Bonjour. Asseyez-vous, jeune homme. La petite colle, le petit stylo. Bon, je fais l'appel rapidement, monsieur Fozo le phoque. Oui, présent. J'ai tout de suite vu en lui un rival de taille. Je dois être meilleur que lui. Pour Papou. Bisous, Mac Bisous. Présent. Bienvenue dans le cours TV 101, je suis monsieur Cliffhanger, votre professeur. Mais oui, bonjour monsieur, mais ça veut dire quoi 101? Ça veut dire 101 en anglais. Mais c'est pas 101 en anglais? Ah si, mais pour raccourcir, on dit 101. C'est bon? Oui... Quoi encore? Mais pourquoi ce numéro, monsieur, c'est pas un cours d'introduction à la télé? Si, mais justement, ça veut dire ça aux États-Unis. 101 signifie les bases d'un domaine. Première année, premier semestre, quoi. Pourquoi pas avoir juste appelé le cours en français, monsieur? Eh bien, si vous voulez tout savoir, monsieur Macbisou, c'était pour lancer un premier échange culturel, pour bien commencer ce cours du soir. Briser la glace, quoi. J'aurais dû m'abstenir, hein, si j'avais su, ça devait parler les... Oh, mais je pense comprendre la référence, monsieur Cliffhanger. Oui, monsieur Fosso? Eh bien, nous allons parler de séries TV dans ce cours, et TV 101 est le nom d'une série de 17 épisodes sortis sur CBS de 88 à 89, avec notamment Matt Leblanc au casting. Très bonne remarque, monsieur Fosso, c'est exactement ça. Je vois qu'il y en a qui savent pourquoi ils sont là. Je sais pourquoi je suis là, monsieur. J'étais avec mon papou l'autre jour et poker, j'ai gagné! On joue à la belote, là. Et on dit pas poker au poker. Bon bref, sinon pour le prochain épisode, j'avais pensé faire un truc sur les pilotes, t'en penses quoi? Ok papou, je commence les recherches. Mais... T'as acheté Flight Simulator 2020 sur Steam, abruti? C'est un jeu d'avion? Oui, pour faire des recherches sur des pilotes. Et il m'a envoyé ici. Vous lui ressemblez beaucoup d'ailleurs. Ouais, bizarrement, cette histoire me paraît tout à fait plausible. Mais cela tombe bien. Alors pour bien introduire le monde des séries, il faut commencer par son début. Et le début d'une série, c'est son pilote. Buongiorno à tous! Comme vous venez de le voir, j'ai dû renvoyer celui-là à l'école pour m'aider à préparer cette vidéo, qui introduit une émission parlant cette fois-ci des détails techniques et commerciaux des séries TV. Oh, c'était dur l'école, papou. Ouais, pour mon porte-monnaie aussi, c'était dur. Mais ça a payé, papou. J'ai ma remise des diplômes demain! Et je vais pouvoir t'aider pour l'émission. Ouais, j'espère bien, parce que sinon tu devras te trouver un autre papou. Et ma sentence est irrévocable. Dur. Bref, bienvenue dans notre nouvelle chronique TV 101, dans laquelle nous allons évoquer, pour sa première, la nature et les secrets des pilotes des séries télé. Alors, tout d'abord... Papou, on peut pas passer au moment marrant directement, c'est chiant tes intros techniques. Déjà, tu m'as forcé à voir ta représentation de Grand Corps Malade à la fac, donc tu vas supporter ça aussi. Ah, ça, oui. Assis toute la journée sur le bord du canapé, au lieu de gambader dans la grande canopée, j'écoute avec ferveur et attention, mon petit papou. Mais ça n'empêche pas, dès que je parle, de me foutre des coups. Donc, moment chiant, parlons un petit peu de ce qu'est un pilote et de son utilité. Un pilote est l'épisode test d'une série que l'on présente à un potentiel diffuseur, généralement une chaîne de télé, même si la notion de diffuseur a beaucoup évolué ces dernières années, cela afin de convaincre ce dernier de commander le tournage d'une première saison. Le pilote est, pour les séries que l'on connaît, généralement le premier épisode, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, le pilote de la série originale Star Trek de 1966, en réalité le second pilote, car le premier a été refusé par la chaîne, est considéré comme étant l'épisode 3 de la saison 1. Il y a aussi le pilote du reboot de Battlestar Galactica en 2003, qui est un téléfilm de 3 heures, et beaucoup de spectateurs de l'époque qui avaient commencé la série à l'épisode 1 de la saison 1 ne comprenaient pas pourquoi l'épisode commençait par... Previously on Battlestar Galactica. Bref, une fois la commande de la saison faite par la chaîne, la série sera financée par le ou les sociétés de production, qui tenteront de rentabiliser leur investissement via les publicités des annonceurs qui passeront durant la diffusion. Actimel, on a tout de suite aimé, hein. Ou, dans le cas des plateformes de streaming, au nombre de vues fait par les abonnés par exemple. En somme, un pilote l'avenir d'une série télé, d'où son nom. Alors, je tiens à préciser, le concept de pilote, plutôt devrais-je dire la tradition de présenter le pilote d'une série, est une chose que l'on retrouve surtout aux États-Unis, c'est assez convenu là-bas. En France, en revanche, le processus créatif d'une série est assez différent. Pour vous donner une idée, voici une illustration de la méthodologie de production de séries aux États-Unis. Et une illustration de la méthode française.
Mais expliquons ces différences plus en détail en revoyant les étapes qui sont nécessaires pour espérer voir sa belle série un jour devant l'écran. Bien, pour espérer qu'une chaîne commande le pilote de notre série, nous devons présenter un concept aux intéressés. Comment s'appelle ce concept aux États-Unis? Moi je sais, monsieur Cliffhanger, moi je sais, oh je sais, je sais. Moi aussi, je sais, moi aussi, hein. Ah, vraiment? Oui. Alors, dites-moi. Mais mon camarade a levé la main en premier, monsieur. Honneur à lui, après tout. Oui, il s'agit du logline, monsieur Cliffhanger. Très bonne réponse, le logline est en effet le concept de base que l'on présente en premier. Je vois que vous avez bien révisé le cours, monsieur Fozo. Oh, et tenez, monsieur, je vous ai aussi apporté une pomme pour ce midi. Oui. Et c'est quoi ce truc de Fayot des années 50? Oh, calmez-vous, MacBisou. Ah, je vois, une vieille référence culturelle d'époque. J'aime beaucoup, monsieur Fozo. Et en plus, j'adore les pommes. C'est à ce moment que j'ai su avec certitude que ce Fozo était ma némésis de toujours à tout jamais pour la vie. Le logline, donc. C'est le concept, résumant la série en une ou deux lignes, censé capter l'attention et l'intérêt d'un potentiel diffuseur ou intermédiaire. Aux États-Unis, cet intermédiaire est souvent l'agent, le manager ou l'avocat en droit de diffusion, bref, celui qui a un réseau, quoi. En France, c'est généralement le producteur qui sera chargé de réunir le fond, mais qui devra au début y mettre un peu du sien pour aider à convaincre, le temps de valider un projet avec une chaîne. D'autres termes anglophones incarnent la suite des étapes. Le script, qui contient à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la série, genre les fiches de personnages, ce genre de choses. En France, on appelle ça la Bible. Mais aussi le treatment, qui contient un résumé de 5-6 pages pour ceux qui sont intéressés mais qui ont la flemme de tout lire. Donc en gros, les décisionnaires de chaîne. Évidemment, si le scénariste est connu et reconnu, il possédera plus de temps pour défendre sa création et espérer qu'elle voit le jour. Idem en France. Et enfin, si la chaîne US valide le concept, elle proposera de financer le pilote par elle-même ou via une société de production qui croit également au projet. Tous ces décisionnaires peuvent demander à ce que certains détails de l'histoire originale soient modifiés. Par exemple, qu'il y ait moins de violence, afin que la série soit classée tout public, ce qui attirera manifestement plus de spectateurs. Alors, plan pour se débarrasser de Fozo. 1. L'attendre à la sortie de l'école et le kidnapper dans une cave. 2. Polluer davantage la planète pour détruire l'habitat naturel des phoques. 3. Prendre des photos de ses proches et lui dire de ne jamais revenir, sinon... Alors, plan pour faire une farce à ce coquinou de Fozo. 1. Mettre une peau de banane dans le couloir où il passe. 2. Lui cacher les yeux par derrière et lui faire la farce « Coucou, c'est qui ?» 3. Lui faire la blague « T'as une tache pistache ?» Diabolique. En France, l'approche est un peu différente. En gros, si le producteur convainc une chaîne du projet, une convention de développement est signée, et le producteur doit jongler entre l'argent à trouver, les lieux de tournage à repérer, les conflits créatifs entre la chaîne et le créateur, pour espérer que la série voit le jour. Et actuellement, les chances de voir sa série française à l'écran, une fois la convention signée, ne sont que d'1 sur 4. Alors que pour le coup, aux US, le pilote est un produit de présentation fini et transposable. Et si refus de la chaîne il y a, le pilote peut toujours être présenté à une autre chaîne. La série a donc plus de chances de voir le jour, surtout si le premier refus est d'ordre éditorial par exemple. Ah oui, nous on est la chaîne de la science-fiction et tu me proposes un polar, je comprends rien, ce genre de choses. Bref, aux US, une fois le projet accepté, la chaîne embauche ce qu'on appelle un showrunner, soit le directeur créatif de la série. C'est le fameux executive producer que vous voyez à la fin d'un épisode. Aujourd'hui, et surtout depuis l'ère HBO, qui a donné plus de pouvoir aux auteurs, faut le dire, le showrunner est, ou sont, parce qu'il peut être plusieurs, le créateur de la série, le scénariste principal. Ça peut paraître con comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du processus, on va pouvoir explorer les anecdotes de pilotes sympas sur des séries connues ou moins connues. Et cela en fonction des différents aspects de la mise en place de l'épisode, qui seront les coûts, car vous vous en doutez bien, dès qu'il y a de l'argent en jeu, des anecdotes croustillantes surgissent toujours, les changements créatifs, car on n'est pas tous d'accord entre décisionnaires, au point parfois de voir le pilote refait de zéro, et d'avoir plus d'une version de ce dernier, comme on l'a vu tantôt avec Star Trek. Et enfin, un court passage sur les ratés, les fails, les projets de super séries que certaines chaînes ont manqué, ou les pilotes qui n'ont pas réussi à convaincre, etc. Alors prenons les séries à succès des années 2000. Quelqu'un peut-il me dire combien coûtait le pilote le moins cher? Moi, oui, je sais. Oui, moi, je sais, monsieur Cliffhanger. Ah, mais Fozo est indisposé, mais je peux répondre à la question, monsieur Cliffhanger.
Mais où avez-vous grandi pour avoir un comportement aussi irrespectueux? Philadelphia? Oui, c'est ça, bonne réponse, Philadelphia en effet. Je disais juste le nom de ma ville natale en anglais, mais bon. Youpi! Donc, Philadelphia, ou It's Always Sunny in Philadelphia en VO, dépeint le quotidien de jeunes gérants d'un bar irlandais miteux, qui sont tous des alcoolos qui ne pensent qu'à eux-mêmes au point de se faire des sales coups entre eux à chaque épisode. Une série scénique, drôle, qui dénonce pas mal de sujets, mine de rien, et qui a vu dès sa saison 2 l'ajout confirmé de Danny DeVito au casting, superbe acteur dont j'avais déjà parlé dans mon premier épisode. Malheureusement, à l'heure actuelle, cette série n'a plus aucun diffuseur en France. Et en effet, le pilote de cette série n'a vraiment pas coûté cher, puisque la somme totale s'élève à $200. C'est pas cher, dis donc. Ton école a coûté plus cher d'ailleurs. J'espère vraiment que ça valait le coup. Ah bah oui, Papou, hein. Je sais par exemple que le comédien principal de la série, joué par Charlie Day, a avoué plus tard que ce chiffre n'était qu'une vague estimation faite par des tiers, car techniquement, l'épisode n'a rien coûté à tourner. Oui, c'est vrai, à la base, tous n'étaient que des potes faisant le con avec leur caméscope numérique. Et cet épisode, qui s'appelait à l'époque It's Always Sunny on TV, et qui se passait à Los Angeles et non à Philly, servait d'unique pitch aux chaînes de télé. Genre, regarde mon DVD, et si t'aimes bien, un boule de fric. Et ça a marché, car la chaîne FX a commandé une saison 1 avec un budget de $450,000 par épisode. Ce qui peut paraître beaucoup, au vu du coût du pilote original, mais qui ne représente qu'un tiers du coût moyen de l'époque des sitcoms de ce genre. C'est vrai que c'est con, on payait leurs fruits finalement. Tu t'es fait des amis là-bas au moins? Bon après, les belles séries à succès qui n'ont rien coûté à l'origine, c'est bien beau, mais parfois c'est le contraire qui se produit. Par exemple, le pilote le plus cher de l'histoire est celui de la série Terra Nova, qui a coûté $20 millions et qui n'a duré qu'une saison. Bon, en même temps, c'était pourri, même les dinosaures étaient moches, et c'est dommage, car il y avait le colonel d'Avatar, là, qui m'éclate à chaque fois que je vois le film. Mon colonel, vous prenez feu! Bah oui, c'est vrai, tiens. Mon colonel, vous ne pouvez pas respirer? Ah merci, j'avais pas remarqué. Rien de tel qu'un petit arabica quand on détruit un écosystème. Je pourrais faire ça toute la journée. Bref, il y a toujours un risque à parier sur ce genre de projet. On pense aussi à Lost, série qu'on ne présente plus, sur des naufragés perdus sur une île pas si déserte après un accident d'avion, et qui contient le 3e pilote le plus cher de l'histoire pour un coût d'environ $12 millions, dont la décision d'approuver le pilote et son financement ont valu à Lloyd Brown, ancien directeur d'ABC et préconcepteur de la série, d'être purement et simplement renvoyé par ses patrons, Disney, pour avoir accepté de financer le pilote. Le pif les gars, le pif. Désolé Lloyd, tu as approuvé un pilote à $12 millions, on doit te renvoyer. ABC ne fait plus d'audience et... Mais le projet est génial! Tu as lu le script, les idées pour la saison? Oui, mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette île? Ben... Pourquoi le show il se la joue mystérieux avec des pièces de backgammon? Pourquoi le gros il maigrit jamais? Mais justement, la partie mystique accroche le téléspectateur, qui lui-même donnera du sens à la série. Mais du sens, parce que tu trouves que ça a du sens, la fumée noire? C'est quoi cette fumée d'abord? Mais... Moi j'en dors plus la nuit. Tu ne comprends pas, c'est... Non, allez, c'est bon, on a fini, tu sors. D'accord. Oh là là, qu'est-ce que je vais dire à Madame Brown? Oh monsieur, ça y est, on a eu les résultats d'hier. Lost a cartonné, la série elle fait une hype de ouf, mon frère. C'est marrant, Papou, car dans le pilote de Lost, il y a un pilote. Good, that's what we were hoping. Listen, you shouldn't try to... No, I'm okay. Non. Un pilote dans un pilote. Retrouve le spectacle de Bisou McBisou en tournée dans toute la France. Il sera le 21 dans la salle communale de Meuse-en-Dormeuse, le 23 dans la cave de José à Bourg-la-Ville, le 25 au garage de... Donc ça, c'est pour le coup. Mais quand ce dernier n'est pas vraiment un problème, c'est créativement que ça pêche. Voyons un peu ce qu'il y a à raconter de ce côté-là. Eh bien oui, de nombreux changements majeurs peuvent survenir entre un pilote et la série originale. Parfois uniquement parce qu'une longue période s'est écoulée entre le tournage du pilote et celui de la première saison, période qui peut aller jusqu'à 2 à 3 ans pour des séries comme Les Sopranos ou la trop méconnue série Profi avec Adrian Pasdar, un petit peu l'ancêtre 90s de House of Cards, pour ceux qui connaissent. Le désaccord créatif n'est pas l'unique cause de ces changements d'ailleurs. Des fois, de simples changements surviennent au niveau du casting, car les acteurs du pilote ont finalement refusé de tourner le reste de la saison. Des fois on fait comme si de rien n'était, comme le pilote de Dr. Quinn, femme médecin,
série que les collégiens comme moi ont regardé tous les midis dans les années 90, et dont une bonne partie du casting du pilote a été remplacée dès l'épisode 2, comme si rien ne s'était passé. Et parfois c'est au contraire expliqué et assumé scénaristiquement, comme dans le pilote de la série New Girl, qui dépeint la vie d'une folasse qui, suite à une rupture, emménage avec 3 colocataires masculins à Los Angeles. Et dans laquelle Damon Wayans Jr., fils de Damon Wayans, les Scary Movie, Ma famille d'abord, tout ça, a renoncé à jouer dans la suite de la série pour tourner à la place dans l'excellente série Happy Endings. Les scénaristes ont alors pris le parti de dire que le personnage de Wayans était tout simplement parti. Mais tout allait bien, car il y avait une autre caution black pour le remplacer. Ok, bisous, c'est super. Du coup, la chaîne, elle a validé la saison. Donc, pour le deuxième épisode, j'avais pensé à ce qu'on... Non, mais désolé, j'ai un nouveau projet excitant pour lequel j'ai signé. Il cherchait une caution Popotam connue, et du coup, j'ai dit oui. Je quitte la série, donc bye bye. Mais le pilote, il est tourné, sans toi... Je sais, mais Hollywood, bitch. Oui, Mac Bisou est parti. Est-ce qu'on... Ah, ok. Bah, faites l'entrée. Mais quoi? Bon, bah, on va plus avoir besoin de toi, on a trouvé ton remplaçant. Il s'appelle Bavou. Quoi? Vous voulez me faire croire que vous avez trouvé un autre Popotam? Mais Hey tous, salut la compagnie. Hollywood, bitch. où est-ce que vous l'avez trouvé, celui-là? Seulement 9€ sur Vinted. Dommage pour Wyatt quand même, parce que Happy Endings n'a connu que 3 saisons, contrairement à New Girl qui en a connu 7. La prod a tout de même été cool d'accepter qu'il revienne dans quelques saisons, renforçant la cohérence scénaristique, expliquant son départ. Bon, tout ça, c'est pour les changements que le spectateur peut voir rien qu'en regardant la série. Dans les coulisses, c'est un petit peu différent. Bonjour, excusez-moi. Alors, on fait l'appel, Fozo le phoque. Ouais, présent mon frère. Mais vous n'êtes pas... S'il vous dit que c'est Fozo le phoque, c'est que c'est lui. Ah, je ne suis pas assez payé pour cela. Mais j'adore la tournure scénaristique que ça prend. Donc oui, parfois, les changements sont faits avant même que le pilote ne soit tourné, ou le pilote est tout simplement retourné avec les bons acteurs, par exemple. Reparlons de Lost 2 secondes. Saviez-vous que le personnage de Jack devait être joué par Julien Lepers ? Ouais. Pardon, non, Michael Keaton. Désolé, c'est juste que l'acteur des premiers films Batman, il ressemble tellement à Lepers qu'on les confond souvent. Ouais, question pour un. Bref, Michael Keaton a finalement refusé le rôle, qui est revenu à Matthew Fox, qui était un petit peu connu à l'époque pour avoir joué dans le drama familial La Vie à 5. Son refus s'explique car le personnage de Jack devait mourir dès le premier épisode. Mais ABC a demandé à ceux qui survivent car ils voulaient un bon héros lambda pour leur nouvelle série. Autre changement majeur, Game of Thrones, qu'on ne présente plus, la nouvelle référence de la fantasy de ces dernières années, qui se passe dans un monde un petit peu médiéval, avec des dragons, des morts-vivants, tout ça. Donc Game of Thrones, qui, comme certains le savent, a eu une première version de son pilote de tournée, qui était réputé pour être un poil plus confuse et qui avait aussi 2 acteurs différents au casting. Jennifer Hale, qui a été remplacée par Michelle Fairley dans le rôle de Catelyn Stark. Je trouvais qu'elle ressemblait limite plus physiquement à la Catelyn des bouquins, à mon avis perso. Et Tamzin Merkant, qui a été remplacée par Emilia Clarke pour jouer Daenerys Targaryen. Cette version du pilote est également célèbre pour contenir un caméo de l'auteur des livres, George R.R. Martin lui-même, habillé en noble Pente aussi, les habitants de la ville de Pentos. Après, comme je l'ai dit, les acteurs ne sont que les changements créatifs les plus notables. Par exemple, dans la série Heroes, qui a très vite capté son monde à l'époque, on avait l'acteur qui jouait Isaac, joué par Santiago Cabrera. Isaac, c'était le peintre là qui peignait le futur dès qu'il était sous héroïne, se coupait la main dans le pilote original. Pilote qui avait été montré au Comic-Con de San Diego à l'époque, mais qui a fuité par la suite. Cela donc pour lui éviter d'utiliser son don quand les exécutifs de la série se sont dit... Ah non, ça va être super chiant qu'il ait plus de main. On va devoir tout le temps lui mettre des bandages, tout le monde va devoir en parler. Ah, le pauvre, il a plus de main. Non. Redépensons 3 millions de dollars et refaisons un pilote de 0. L'histoire de cette première version de pilote qui avait fuité est assez drôle, car c'était à la même époque du boom du téléchargement illégal en France. Certains téléchargeaient la mauvaise version du pilote et on pouvait lire des trucs sur les forums du style... Dans le premier épisode, Isaac se coupe la main alors qu'il s'est lui-même menotté. Mais dans l'épisode d'après, ses mains sont intactes. On fait à peine allusion à une overdose et il est toujours dans son studio, Smiley fou. Alors si quelqu'un a une explication, ce serait sympa. Smiley merci. Ah, monsieur Fozo, vous étiez où? Je m'inquiétais. En fait, quelqu'un m'a dit que le cours avait déménagé dans un immeuble de l'autre côté de la ville, mais l'adresse donnait sur un terrain vague dans le quartier des rhinocéros. J'ai donc vite compris que quelqu'un tentait de m'éloigner de votre merveilleuse séance d'instruction. Mais bon, dans tous les cas, cette personne a raté son coup.
Tu n'as aucune preuve, bouffeur de poisson. Bien, reprenons le cours. Rater le coche, justement. Ça arrive. Parfois, un pilote est refusé et présenté à une autre chaîne, qui devient pour le coup un énorme succès. On peut dire que rater un tel projet peut remettre en question les qualités de certains chargés de programme. Donc, pour finir, faisons un tour d'horizon sur les fails, les ratés. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, ce n'est pas forcément un job facile de déceler une bonne série en devenir, au point que certains refus de pilotes de séries qui ont fini par cartonner sur d'autres chaînes ont dû foutre les boules à pas mal de décisionnaires. Et tout le monde en prend pour son grade d'ailleurs. Par exemple, le pilote de la série Sons of Anarchy, qui dépeint le quotidien d'un gang de motards de Californie, avait été refusé par ni plus ni moins que la maîtresse en matière de bonnes séries, la chaîne HBO en personne. C'est la chaîne FX qui ensuite a accepté de produire la première saison pour nous sortir au bout du compte ce chef-d'œuvre de 7 saisons. Anecdote marrante, HBO, en voyant que le concept de motard pouvait plaire, a voulu contrecarrer FX en produisant un autre pilote de série de gang motocyclés, mais n'ayant pas la connaissance de Kurt Sutter, le créateur de Sons, sur le monde des gangs, le pilote s'est avéré être une horreur absolue et HBO a définitivement tourné la page motard dans ses créations. C'est dommage, j'avais un petit rôle dans la série. Riding through this world Est-ce qu'on peut dire pour autant que la chaîne FX a plus de pif ? Ben, pas du tout. Elle-même a refusé quelques années plus tard le pilote de Breaking Bad. Breaking Bad qui a fini sur la chaîne AMC, qui a entre autres été possédée par le fondateur de HBO. La boucle est bouclée. En conclusion, j'ai envie de vous dire que dans le processus de création d'une série, Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. là on parle d'anecdotes qui peuvent vous paraître étonnantes ou incroyables, mais qui sont en fait monnaie courante dans le développement d'une série télé. Des gens comme moi se souviennent des anecdotes de ces séries, mais c'est parce qu'elles ont fini par cartonner, parce que c'est des histoires connues. Mais des histoires de ce genre existent dans chaque processus de création, et ce depuis le début de l'industrie série. Tenez, vous vous souvenez de I Love Lucy ? La première sitcom des années 50 que j'avais évoquée dans mon pilote ? Saviez-vous qu'il existe un premier pilote de ce show qui a été perdu jusqu'en 2002 et qui a seulement été en partie restauré depuis ? Parfois cela se joue à rien. Bref, détecter une bonne série, une bonne version de pilote, un futur carton, c'est juste dur. Personne ne peut prédire l'avenir, il faut surtout travailler son pif et être au bon endroit, au bon moment. Bien le bonjour, Monsieur Cliffhanger. Qu'est-ce que vous faites ici, MacBisou ? Vous avez été renvoyé de l'école pour avoir tenté de vous débarrasser d'un camarade. Vous voulez dire... ce camarade? Aidez-moi, par pitié. Je l'ai kidnappé, non. Grand Dieu. Un maillot. Aidez-moi, par pitié. C'est décidé. J'appelle la police. Non, attendez une seconde, Monsieur Cliffhanger. Waouh, vous faites super bien le méchant. Ah, merci, merci, merci. Non, vraiment, vraiment. Ah, merci du fond du cœur, merci. Malgré tout, vous n'allez pas appeler la police, car je possède des vidéos compromettantes de vous. Faut juste que je les trouve. Où est-ce qu'elles sont déjà? Et voilà. Et oui, je possède des vidéos de vous en train de regarder des séries pour adolescentes comme Hannah Montana ou Chica Vampiro. Oui, j'avoue tout, j'ai un faible pour les jeunes Non, il faut que notre vidéo elle soit tout publique, hein, pour attirer plus de monde et tout. Ben, je vais mettre un autre truc alors. Oui, j'avoue tout, j'ai un faible pour les séries gnangnang aux intrigues légères. Parfait. Donc, vous allez me réintégrer à l'école, me donner le diplôme pour que mon papou soit content, et vous n'allez pas appeler la police, bien entendu. Oui, tout ce que vous voudrez, oui. Et maintenant, bisous, Mac bisous. Merci. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Nous verrons bien. En attendant, donnez-moi mon diplôme. S'il savait ce que je préparais à son école. Au revoir, Monsieur Cliffhanger. Ah, tiens, ton diplôme ne vaut plus rien. Ton école, elle a explosé. Ah, zut!